je suis Amina Bakar, je suis conseillère municipale dans une ville moyenne en Seine-et-Marne, ville d'Avon. Ceci représente mon deuxième mandat. J'ai été précédemment maire adjointe à la vie associative et petite enfance. Je travaille dans les marchés publics au titre du développement de la clause sociale. Je suis mariée, je suis mère et j'ai 3 enfants. Je suis initialement issue d'une famille modeste. J'ai grandi à Nogent-sur-Marne en 1994 et je me suis installée en Seine-et-Marne. Je viens de la mouvance citoyenne pour tout ce qui est l'engagement politique et je suis issue de la société civile, d'un engagement précédent, surtout dans la vie associative, solidarité, inclusion, fracture numérique et l'e-formalité, c'est-à-dire l'accompagnement de formalités administratives en ligne. Donc l'idée pour nous, ça a été de travailler sur une convergence des causes, et des causes portées par différentes mouvances citoyennes qui ont cette complémentarité au lieu de les confronter. On a cru pendant longtemps que les mots étaient du fait de certains publics issus des quartiers prioritaires, puis maintenant d'une certaine classe moyenne qui ne veut pas rentrer dans les rangs. Et on s'est rendu compte en fait qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé de visage. La précarité a changé de visage, l'accès à l'emploi, l'accès aux services publics a changé de visage. Aujourd'hui, comment on veut créer une croissance plus juste au service de tous? C'est dans la convergence de toutes ces causes portées par les mouvances citoyennes qui sont présentes sur tous les territoires. Donc si on fait le décompte en fin de mandat, il y a eu des élections territoriales, municipales, départementales, régionales et là pour les élections présidentielles. À chacune des élections, il y a eu des candidats qui se sont présentés sans étiquette ou de mouvance citoyenne. Et à la fin du mandat, on se rend compte que certains ont tendance à disparaître parce qu'ils ont été appelés à rejoindre des candidats plus institutionnels et à effectivement à laisser la place de la mouvance citoyenne à d'autres, ou peut-être même à la déserter. Parce que il est vrai que cette mouvance citoyenne intéresse bon nombre aujourd'hui de partis politiques qui ont ce besoin, cette interpellation de se renouveler dans leurs pratiques, dans leurs idées, dans la façon de faire vivre le politique. On voit d'ailleurs la maison commune qui a pris le nom Ensemble des citoyens, des pôles citoyens qui se créent dans les partis traditionnels. Donc on voit aujourd'hui cette tentative de vider de sa substance la cause citoyenne et même de dévoyer un peu cette sémantique. Qu'est-ce qu'aujourd'hui être citoyen engagé ? Donc vraiment notre enjeu, c'est aujourd'hui de dire qu'il reste, et il y a bon nombre aujourd'hui de mouvements citoyens qui existent, qui veulent porter ces sujets sur du sujet politique, sur cette transformation politique de la société qu'on aimerait porter, et qu'aujourd'hui l'enjeu est de la structurer. Et cette convergence est un outil de structuration des mouvements citoyens pour que demain, nous ayons aussi une représentation aux 2 assemblées, et une représentation pour la plus haute fonction de l'État. Donc attention effectivement aux listes pseudo-citoyennes, même si je pense qu'il y a vraiment des citoyens qui ont peut-être cédé à ce chant des sirènes. On appelle justement à nous rejoindre, à ne pas rester seuls sur les territoires, à se désespérer de dire qu'on n'y arrive pas donc on abandonne. Non, au contraire, à essayer de nous rejoindre pour qu'on construise cette nouvelle offre politique autour d'une mouvance citoyenne et une citoyenneté active. Nous avons plus d'une centaine de candidats citoyens sur le territoire, une cinquantaine se sont regroupés pour apprendre à se connaître et porter un projet de structuration. Et là, nous avons fait un rapprochement avec 4 autres candidats, donc nous sommes 5, de différents territoires, de la Corse, de l'Auvergne, de la banlieue parisienne et d'ailleurs, du Périgord d'ailleurs. Donc il y a Chakoura Topal, il y a Fabrice Grimal, il y a également Adélaïde Jurman et Luc Maréchal, qui sont de différentes mouvances citoyennes avec lesquelles nous travaillons pour demain construire cette convergence citoyenne et porter peut-être un parti national. Pour un seul candidat, ça c'est sûr, et puis aussi après, effectivement, pour vraiment être parmi cet échiquier politique de demain et avoir, avec le maillage qu'on a territorial, avoir plusieurs personnes sur les territoires pour les prochaines élections également et porter des candidats de la mouvance citoyenne, la vraie. On a vraiment fait un travail déjà en amont sur la convergence de nos programmes pour avoir une base de programmes et d'idées, de dogmes qu'on partage. Et puis effectivement sur la modalité de fonctionnement, on est beaucoup dans la concertation des publics de nos territoires et c'est un des logiciels qu'on veut avoir sur ce programme. Alors je rêve un futur qui émancipe le français de la peur du lendemain, de la peur du ventre, de la peur de ne pas pouvoir s'éduquer ou éduquer ses enfants. Je rêve d'une France où on sera effectivement, et d'une croissance qui sera au service de la redistribution, d'une redistribution juste et solidaire et égalitaire des territoires et des populations. C'est-à-dire en fait qu'aujourd'hui, la crise nous a apporté plusieurs enseignements. Comment demain on repense l'activité, comment on repense le travail, comment on redistribue les richesses. Il y a une croissance aujourd'hui qui est pronostiquée à 6, voire 7% en France et un peu dans plusieurs pays du monde. Mais cette croissance ne participe pas au bien commun. Et aujourd'hui, créer des richesses en îlots qui sont appropriées que par certains, il y a vraiment des inégalités de rente et des inégalités de patrimoine qui se sont accrues pendant ce mandat, ne participe pas forcément à ce que le bien commun soit amélioré également. Donc l'idée c'est de créer une croissance qui soit plus juste, c'est-à-dire
payé à sa juste valeur au niveau du travail, ne pas choisir entre travailler et se former, et donc d'avoir une possibilité d'évoluer, ne pas miser sur le déclassement, parce qu'aujourd'hui nous misons sur le déclassement de beaucoup d'entre nous, et qu'aujourd'hui ce déclassement il aura un coût social, économique, et que sommes-nous prêts à payer ce déclassement? Non, aujourd'hui je veux miser sur une société qui va s'émanciper par le travail, par la formation, par l'engagement, que ce soit politique, bénévolat ou autre, et aussi de ne pas avoir à faire des choix vitaux entre se soigner et pouvoir ou ne pas pouvoir payer ses soins. Donc vraiment aujourd'hui c'est de repenser le fonctionnement de nos services publics, où aller chercher ces financements-là, de repenser notre émancipation par la formation, par le travail, et un travail qui rémunère, que ce soit pour les entrepreneurs ou les salariés. Et effectivement, repenser aussi l'imposition et avoir un système fiscal qui soit au service de cette redistribution, une redistribution plus juste. Effectivement, se repenser les tranches, se repenser la base imposable, se repenser le système d'imposition en général. Il y a eu beaucoup d'abstention sur les différentes élections, des taux records jusqu'à 90% dans certains territoires. L'enjeu pour cette élection présidentielle, c'est effectivement d'éviter qu'il y ait à nouveau ce retour d'abstention. On la pronostique en hausse, avec passant de 20 à 30%, donc ce qui est énorme, parce qu'on sait qu'il y a un désintérêt fait à l'élection présidentielle, et pour cause. Pour cause, parce que déjà, je trouve qu'il y a une inversion des valeurs, une inversion des priorités. Au lieu de nous parler du réel des Français, de ce qu'ils attendent réellement dans leur quotidien, de changement sur le prix du carburant, sur la qualité de logement, sur la qualité de vie, le reste à vivre, sur l'évolution dans cette société, la transition écologique, la transition sociale, sur la réforme nécessaire et le plan nécessaire de relance de nos services publics, eh ben on va nous parler de grands remplacements, on va nous parler de Karcher, on va nous parler d'emmerder les Français. Il y a une espèce de dégoût qui est construit pour que les gens ne s'intéressent plus à la chose publique, ne s'intéressent plus à ces élections, par des candidats qui n'ont plus envie de faire un récit national, mais qui ont envie de faire le récit de certains, pour certains, qui eux sont sûrs d'aller voter. Et c'est cela où ça va se jouer. On a lancé un dispositif qui s'appelle Parlons, votons, et qui incite les personnes de différents territoires à venir voter et à s'imaginer, si vous étiez président, qu'est-ce que vous aimeriez. Et avec ces propositions, on a des retours incroyables qu'on ne voit dans aucun programme des fois. Et c'est aussi pour dire, effectivement, c'est l'occasion d'écrire le récit que vous voulez pour les 5 prochaines années. Et derrière ça, le candidat, nous, en tout cas la mouvance citoyenne, allons respecter ses engagements. Et on aimerait que demain, quel que soit le candidat qui soit investi, qu'il puisse entendre vos retours là-dessus. Et surtout, venez voter, même si c'est un vote blanc, mais ne restez pas dans l'abstentionnisme. Cela va participer aux forces déjà constituées en présence, qui elles n'attendent que ça pour passer avec un très faible score, mais qui passeront. Parce qu'il n'y a pas de seuil qui annule l'élection présidentielle. On peut être élu avec 2% de la population qui vote. On a peut-être cru que le politique devait être le fait des autres, que la représentation devait être le fait de certains qui nous représenteraient bien. Je ne dis pas qu'ils le font mal, je ne dis pas qu'on ferait mieux, je dis qu'il est temps que nos sujets du quotidien soient aussi inscrits à l'agenda politique et soient aussi traités sous un mandat. Il y a une espèce d'uniformisation de la pensée politique qui est dangereuse. Aujourd'hui, nous devons renouveler ces logiciels-là, porter un débat politique pluriel, avec des candidats pluriels qui représenteront et les territoires et la mouvance citoyenne et les diversités. Et ces sujets-là, nous ne pouvons penser que par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Alors vous l'aurez senti, il y a une émulsion qui se constitue d'origine citoyenne, qui aspire à un renouveau politique, à une nouvelle façon de faire la politique, de concerter les habitants, de contribuer à cette politique des territoires et de l'État. Et la représentation telle qu'elle est votée en l'État, d'un mandat, et pour lequel nous n'avons pas forcément de droit de regard, n'est plus au fait aujourd'hui de nos attentes. Il s'agit aujourd'hui de renouveler cette façon de faire la politique et d'y contribuer, et de ne pas couper la mouvance citoyenne de la démarche politique. Qu'est-ce qui a fait que je suis venue à la politique? Je dirais que la politique vient à nous, on ne choisit pas forcément d'y aller. J'ai toujours été profondément et résolument optimiste que le monde de demain serait meilleur, en faisant confiance aux associatifs, aux syndicats, aux politiques. Aujourd'hui, avec l'affaiblissement de tous les corps intermédiaires, on se rend compte qu'il y a un problème de dialogue social, nous ne sommes plus entendus. Il y a un problème de dialogue tout court avec les entreprises, même les usagers d'entreprises ne sont pas entendus. Aujourd'hui, je me rends compte, effectivement, par cet engagement que j'ai fait par la vie associative et aujourd'hui par la politique en étant élue et candidate à d'autres élections territoriales, qu'il suffit de porter ce projet pour qu'il devienne réel un jour. Il suffit de porter cette espérance d'abord et après de le porter et de vouloir l'incarner et le représenter. Il y a dans le peuple 60% de personnes qui sont attentistes, parce qu'ils ont cette quiétude de dire qu'ils ont des représentants pour les représenter. 30% de personnes qui sont reconnues comme étant des fatalistes, qui se disent c'est comme ça, on ne pourra pas changer. Et 10% de personnes qui sont des optimistes,
peut-être des visionnaires ou des rêveurs, mais il en faut. Aujourd'hui, je crois plus à l'utopie réaliste qu'à la dystopie mensongère. Nous avons vécu dans ce climat de pandémie dans une dystopie mensongère, qui était de dire que la crise pandémique se résoudrait très rapidement, en quelques mois. 2 ans après, nous y sommes encore. Et avec le recul en arrière, on se rend compte que c'est à peu près le temps alloué pour chaque pandémie. Il faut 3 ans à 5 ans pour s'en remettre réellement. Aujourd'hui, mon espérance, c'est de dire qu'aujourd'hui, je veux que nous votions pour un ou une candidate qui dira la vérité, qui va respecter le peuple français, tout d'abord, en disant la vérité. 2, en respectant la temporalité de l'action politique. De ne pas dire demain quelque chose qui ne sera pas réalisable tout de suite, ou demain quelque chose qu'on sera obligé demain de transgresser parce qu'on savait qu'on n'était pas dans la réalité du temps de l'action publique. C'est aussi respecter les Français et respecter le mandat qui nous est donné. Pourquoi voter pour nous, une co-citoyenne, un mouvement qui incarne et qui veut représenter le citoyen en direct? C'est aussi voter pour vous, pour vos priorités, pour vos convictions, pour ce que vous avez incarné chaque week-end dans les rues, ce que vous avez demandé, qui n'a pas été inscrit dans les priorités de l'État, et que nous, on aimerait aujourd'hui, et dès demain, si on investit, pouvoir inscrire et mettre en œuvre. Je vais être le candidat du pragmatisme et du réalisme. Nous sommes des peuples libres lorsqu'on est éclairé et conscientisé. Pas lorsque nous sommes infantilisés, lorsqu'on nous cache des vérités qui tôt ou tard finiront par ressortir. Il y a une prescription nécessaire pour certains sujets historiques, ça c'est normal. Pour certains sujets pandémiques, oui, les personnels soignants n'ont pas été associés à cette crise. Ils auraient été concertés en amont sur une crise qui a d'abord été une crise capacitaire, l'absence de lits, l'absence de moyens. Ils auraient donné des solutions. Il s'agit d'associer aussi les acteurs de l'exécution de nos politiques, de les concerter pour se dire qu'ils ont une expertise d'usage, une expertise scientifique ou de professionnelle qu'on peut mettre à bon escient pour mieux gouverner. Oui, j'irai jusqu'au bout de cette démarche, et puis j'irai jusqu'au bout de la démarche de la convergence, qui est quelque chose qui prendra plus de temps à mettre en place et qui est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps long. Donc prenons le temps de nous connaître, prenons le temps de venir ensemble à cette démarche et de la construire pour que demain, ce débat politique soit plus pluriel et représentatif. Nous avons plus d'une centaine de candidats citoyens sur le territoire. Une cinquantaine se sont regroupés pour apprendre à se connaître et porter un projet de structuration. Et là, nous avons fait un rapprochement avec 4 autres candidats, donc nous sommes 5, de différents territoires, de la Corse, de l'Auvergne, de la banlieue parisienne et d'ailleurs, du Périgord d'ailleurs. Donc il y a Chakoura Topal, il y a Fabrice Grimal, il y a également Adélaïde Jormand et Luc Maréchal, qui sont de différentes mouvances citoyennes avec lesquelles nous travaillons pour demain construire cette convergence citoyenne et porter peut-être un parti national. Pour un seul candidat, ça c'est sûr, et puis aussi après, effectivement, pour vraiment être parmi cet échiquier politique de demain et avoir, avec le maillage qu'on a territorial, avoir plusieurs personnes sur les territoires pour les prochaines élections également et porter des candidats de la mouvance citoyenne, la vraie. On a vraiment fait un travail déjà en amont sur la convergence de nos programmes pour avoir une base de programmes et d'idées, de dogmes qu'on partage. Et puis effectivement sur la modalité de fonctionnement, on est beaucoup dans la concertation des publics de nos territoires. Et c'est un des logiciels qu'on veut avoir sur ce programme. Il y a eu beaucoup d'abstention sur les différentes élections, des taux records jusqu'à 90% dans certains territoires. L'enjeu pour cette élection présidentielle, c'est effectivement d'éviter qu'il y ait à nouveau ce retour d'abstention. On la pronostique en hausse, passant de 20 à 30%, donc ce qui est énorme, parce qu'on sait qu'il y a un désintérêt fait à l'élection présidentielle, et pour cause. Pour cause, parce que déjà, je trouve qu'il y a une inversion des valeurs, une inversion des priorités. Au lieu de nous parler du réel des Français, de ce qu'ils attendent réellement dans leur quotidien, de changement sur le prix du carburant, sur la qualité de logement, sur la qualité de vie, le reste à vivre, sur l'évolution dans cette société, la transition écologique, la transition sociale, sur la réforme nécessaire et le plan nécessaire de relance de nos services publics, on va nous parler de grands remplacements, on va nous parler de Karcher, on va nous parler d'emmerder les Français. Il y a une espèce de dégoût qui est construit pour que les gens ne s'intéressent plus à la chose publique, ne s'intéressent plus à ces élections, par des candidats qui n'ont plus envie de faire un récit national, mais qui ont envie de faire le récit de certains, pour certains, qui eux sont sûrs d'aller voter. Et c'est cela où ça va se jouer. On a lancé un dispositif qui s'appelle Parlons, votons et qui incite les personnes de différents territoires à venir voter et à s'imaginer, si vous étiez président, qu'est-ce que vous aimeriez. Et avec ces propositions, on a des retours incroyables qu'on ne voit dans aucun programme des fois. Et c'est aussi pour dire, effectivement, c'est l'occasion d'écrire le récit que vous voulez pour les 5 prochaines années. Et derrière ça, le candidat, nous, en tout cas la mouvance citoyenne, allons respecter ses engagements. Et on aimerait que demain, quel que soit le candidat qui soit investi, qu'il puisse entendre vos retours là-dessus. Et surtout, venez voter, même si c'est un vote blanc, mais ne restez pas dans l'abstentionnisme. Cela va participer aux forces déjà constituées en présence, qui elles n'attendent que ça pour passer avec un très faible score, mais qui passeront. Parce qu'il n'y a pas de seuil qui annule l'élection présidentielle. On peut être élu avec 2% de la population qui vote.
Alors, parmi mon rêve, c'est effectivement ça, c'est rêver d'une société où il y a des vrais contre-pouvoirs et où le citoyen est au cœur de ces contre-pouvoirs et pas juste spectateur de ces contre-pouvoirs. On a été ébahis de voir les positions prises par le Conseil constitutionnel sur une validation de mesures qui ont été pour certains perçues comme liberticides et même qui ont été dans la division, c'est-à-dire autoriser qu'un parent, contre l'avis d'un autre parent, puisse accepter la vaccination d'un enfant. On est sur la remise en question de droits d'autorité parentale qui sont quand même assez délicats. Et d'autres mesures sur le contrôle des commerçants pour les personnes qui reçoivent des personnes qui viennent consommer dans leur lieu de consommation. Toutes ces mesures-là qui ont été validées par le Conseil constitutionnel posent question aux citoyens moyens en se disant que la Constitution est quand même le dernier garde-fou des politiques. Lorsqu'on voit que l'absence de contre-pouvoir aujourd'hui n'a jamais été aussi criant, aujourd'hui on sent qu'il y a un affaiblissement du Parlement qui est sous contrat majoritaire présidentiel. Aujourd'hui, on sent que les députés ne prennent pas la pleine mesure de leur rôle. Avant, c'était une tribune où il y avait des personnalités qui se sont honorées à faire des discours d'opposition contre leur propre majorité parce qu'ils sentaient que la société prenait une mauvaise direction. Aujourd'hui, il y a un sourdisme, il y a un silence dans le Parlement qui est vraiment dérangeant pour la nécessité de ces contre-pouvoirs, qui est sain. Le contre-pouvoir est quelque chose qui est sain parce qu'il est le vrai garde-fou. Et donc, notre idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, il a été pensé une démocratie participative comme un gadget des territoires. Certaines villes font de la concertation, des conseils de ville et autres. Aujourd'hui, on aimerait que la démocratie participative ne soit pas juste un gadget, mais que ce soit quelque chose qui soit au niveau de l'État, qu'il y ait une vraie assemblée où le peuple puisse être représenté et participer et contribuer à la production de textes, de lois et également à la révision de la Constitution. À ce titre, on aimerait transformer la troisième chambre, qui est la chambre économique, sociale et environnementale, le CESE, effectivement qui travaille avec des comités d'experts. On aimerait la transformer et en faire une vraie chambre du citoyen, où siégeraient les citoyens, mais également des comités d'experts pour la production de textes et émettre aussi des projets et effectivement évaluer les politiques publiques, parce que nous faisons beaucoup de politiques, sans pour autant forcément évaluer ces politiques pour voir si elles vont dans le bon sens ou si elles vont dans le mur. Il s'agit juste d'avoir ce recul en arrière et de se dire nous avons fait les bons choix, nous devons continuer ou pas, ou nous n'avons pas fait les bons choix, nous devons nous donner les moyens de changer de direction. Donc ça, c'est dans un premier temps, d'avoir effectivement un SAS, une assemblée qui permettrait d'avoir le siège du peuple. Deuxièmement, permettre effectivement le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, sur des sujets sociétaux, structurels, à plus long terme ou à plus moyen terme, parce que le peuple doit être concerté. Pour être sûr d'avoir l'adhésion du peuple, il ne s'agit pas de dire j'ai un mandat électif, et ça me permet de dire que je parle au nom du peuple. Ça ne suffit plus. Aujourd'hui, on voit bien, il y a des changements, il y a des bouleversements économiques, sociaux, qui permettent à chaque fois de réinterroger le peuple qui est à la base de cette démocratie. Enfin, je dirais qu'on est effectivement pour aussi l'Assemblée constituante avec des comités territoriaux, parce que les territoires sont un formidable catalyseur de cette démocratie participative et consultative. Et aujourd'hui, avoir ce catalyseur-là permettra de faire remonter les besoins des territoires, parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi une priorisation qui est faite par des arbitrages politiques, mais qui ne sont pas forcément des arbitrages de réalité pressentis par les Français et par les territoires, et qu'il est temps d'écouter. C'est le prélude de toute action politique. Le système actuel permet d'élire nos représentants territoriaux et même nationaux pour un mandat, une durée d'un mandat, sans possibilité d'avoir un droit de regard ou même un droit de modification sur notre avis qu'on a pu avoir lorsqu'on a voté pour élire ces personnes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une attente grandissante et un regard grandissant sur l'action de nos représentants nationaux et locaux lorsqu'ils prennent des engagements à l'Assemblée notamment, au Sénat également, mais aussi sur les territoires, sur des mesures qui impactent notre quotidien. Mais il n'existe pas d'outils législatifs qui permettent aux citoyens, à nouveau, en cours de mandat, d'influer sur les décisions prises ou au moins d'interpeller sur la direction qui ne respecterait pas des fois même les engagements pris. Donc l'idée qui est portée en grande majorité aussi par les candidats citoyens, et que je porte également, c'est de dire qu'on souhaite qu'il y ait une réforme des mandats des élus, et une réforme également du financement des partis politiques. La réforme des élus, c'est de dire qu'on aimerait qu'il y ait un mandat mis en place qui serait révocatoire, dès lors que les mesures et les orientations prises par un candidat ne respecteraient, une, pas ses engagements, ou deux, prendraient une direction qui serait à l'encontre des citoyens qui ont voté pour lui. Et ça permettrait de se dire qu'on a un regard sur l'action politique au fil de l'eau et pas à un moment T comme une photo au début et à la fin du mandat où on arrange les bilans et on fait des bilans avec une présentation flatteuse. De deux, c'est également de dire qu'on aimerait agir sur la politique des élus et des financements des partis politiques. Il a fallu influencer pour qu'aujourd'hui les partis politiques prennent plus de femmes, qu'il y ait plus de parité. On aimerait aussi qu'il y ait plus de diversité des territoires et des publics. Et pour cela, aussi demander à ce que les financements soient conditionnés à ce que les partis aussi s'alignent sur une politique qu'on appelle une politique responsable sociale et environnementale, une RSE,
Et enfin, on aimerait aussi qu'on ait des élus et des politiques qui soient ancrés dans le réel des Français. Il y a une possibilité que ces élus, demain, aient une partie de leur temps dédié effectivement à la production et au suivi des textes législatifs et autres, mais aussi un temps dédié auprès des citoyens, dans les associations, auprès du quotidien des citoyens, avec peut-être des stages imposés pour connaître le quotidien des Français. Parce que nous avons beaucoup d'élus qui sont hors sol, qui sont que dans leurs fiches. Et les citoyens ont besoin de représentants qui les connaissent, qui connaissent leur réalité et qui arrivent à les appréhender. On n'appréhende plus la réalité des Français à travers des notes, c'est plus possible. Donc on aimerait aussi que ce financement des partis soit aussi au bénéfice de temps alloué auprès des citoyens, des concitoyens pour connaître leur quotidien. Lorsqu'on voit, je suis désolée, c'est une comparaison et un parallélisme utile, hein, lorsqu'on voit le nombre d'associations qui agissent dans l'intérêt général, qui n'ont ni local, qui n'ont ni subvention et qui œuvrent au quotidien, cette espèce de dernier kilomètre social pour aider et qui, eux, n'ont pas de moyens. Et que nous avons des représentants à l'Assemblée, nous avons des partis politiques financés par les deniers publics et qui ne connaissent ou qui méconnaissent la réalité de leurs concitoyens qui sont censés représenter, nous devons veiller à cet écueil.